la salle. Parce que nous, femmes, ce soir, nous n'avons pas gagné le label égalité homme-femme. Merci d'avoir été présents. Je pensais que cette journée serait riche. Elle est tout simplement exceptionnelle. Grâce à votre talent, grâce à votre présence, nous avons abordé des thèmes extrêmement variés. Nous avons parlé bien sûr et fait le bilan de la loi sur les quotas dans les conseils d'administration. Nous avons fait un état des lieux de la situation des femmes dans la gestion de leur carrière. Nous avons examiné le regard que portent les femmes sur la culture, son influence sur les réseaux. Nous avons balayé beaucoup de sujets. La parole a été donnée à un homme et des femmes, de la société civile, du monde des médias, de la culture et du droit, et bien sûr. Nous avons eu quelques mots de Christine Lagarde, nous avons une introduction de Madame Ogli, qui a introduit cette journée, plus particulièrement la matinée, consacrée donc à cette question clé des quotas de femmes dans les conseils d'administration. Moi, je vais vous dire, je ne suis pas archi convaincue par la question des quotas. Je ne suis pas sûre que ce soit la bonne réponse, mais je ne vais pas relancer le débat, je vous rassure. Et même, je vais vous dire que je dois admettre que je n'ai pas de solution alternative à proposer pour forcer une présence plus affirmée des femmes dans les conseils d'administration et, comme cela a été dit aujourd'hui, dans les comités de direction. Mais ce que je constate, c'est qu'un an après la loi du 27 janvier 2011, si j'ai bien compris et suivi, l'avancée n'est pas significative. Alors qu'en aurait-il été sans la loi? Et c'est bien le message qui nous a été adressé. Est-ce qu'il faut légiférer? La question semble aller vraiment vers l'affirmative. Mais je voudrais juste soulever une interrogation. Est-ce que c'est une question de culture? Et l'interrogation est permise, surtout lorsqu'on compare, et cela a été fait, avec d'autres pays, avec l'Allemagne, moins bon élève, avec la Norvège, bien meilleur élève. Donc ici, effectivement, les quotas apportent une réponse. Sur le terrain de la vie privée qui vous a occupé cet après-midi, je voudrais vous livrer mon expérience personnelle. Mariée depuis 30 ans, ça arrive. J'ai 2 enfants, 22 et 24 ans. Ils n'ont plus besoin de leur maman à la maison, je vous rassure. Mais moi aussi, j'ai connu le stress de l'avocate enceinte exerçant à titre individuel. J'ai été moi aussi confrontée au regard de clients suspicieux qui se demandaient en regardant mon ventre rond, le regard de travers, si vraiment j'étais apte à conduire le dossier jusqu'à son terme. J'ai été confrontée aux demandes indélicates de certains adversaires auxquels j'en veux toujours, qui à 8 mois de grossesse demandaient des renvois, ce qui me renvoyait. Vous avez compris. J'ai connu les galères pour trouver les nounous susceptibles d'être là de 6h du matin à 22h pour tenir mes horaires infernaux. Moi aussi, j'ai connu la culpabilité d'être au bureau plutôt qu'à la maison plutôt qu'au bureau. Et je ne vous parle même pas de la directrice d'école qui m'a convoquée comme une mauvaise élève pour m'expliquer que si je continuais, mes enfants allaient mal terminer. J'ai vécu, en d'autres termes, vous l'avez compris, dans le brouillard pendant un certain nombre d'années, mais toujours avec passion, toujours avec conviction, toujours avec cette certitude que j'avais choisi un métier que j'avais envie d'exercer. Alors, bâtonnier aujourd'hui, je veux améliorer autant que possible la vie quotidienne des jeunes avocates enceintes et des jeunes parents. Parce que moi, je suis convaincue aussi que les jeunes pères ont des attentes. Parce que je veux que aussi vivre avec enthousiasme ce métier formidable. Alors pour cela, j'ai 3 outils que je veux mettre en place. J'en ai parlé ce matin, mais je vais en reparler.
vous dire que tout d'abord, il y a un premier outil, la charte Chance Collaboration, que nous allons proposer d'ici 15 jours au Conseil de l'Ordre. C'est une charte Chance Collaboration qui a été élaborée par des avocats issus de grands cabinets, de petits cabinets, de jeunes installés, de jeunes collaborateurs, de tous horizons. Cette charte Chance Collaboration a pour objet simplement de rappeler les droits et obligations du cabinet et les droits et obligations du collaborateur et de la collaboratrice et d'inciter à des comportements, de bons comportements. De bons comportements, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aujourd'hui, les unités de temps et de lieu n'existent plus dans l'entreprise, n'existent plus non plus au cabinet, et que la responsabilisation, c'est bien ici, sur ce terrain, d'avoir des horaires aménagés, d'assouplir, de faciliter la vie au quotidien. Le deuxième outil, c'est le référencement de prestataires qualifiés au sein de la centrale de référencement préférentiel. C'est pas glamour, une centrale d'achat, mais une centrale de référencement, c'est la possibilité de se servir de cette force que nous représentons, 24 000 avocats, pour créer un comité d'entreprise géant, inédit, qui permet, par la force de la négociation collective, d'offrir des services, des outils, pour faciliter aussi la vie au quotidien. Et puis, troisième outil, la mise en place de l'Observatoire de la parité. La première illustration est née dans ce bulletin spécial Femmes au barreau que vous avez entre les mains, qui énonce des statistiques, qui révèle des statistiques, et l'Observatoire naîtra de la comparaison de ces statistiques d'une année sur l'autre. Donc rendez-vous en mars 2013 pour examiner la progression réelle de la place des avocates au barreau de Paris. Gérer sa carrière, vous l'avez évoqué, c'est indispensable. Il y a des repères à identifier, des outils à maîtriser, des règles du jeu à connaître. Et parce que la réalité d'aujourd'hui n'est pas celle d'hier. Lorsque j'ai prêté serment, nous étions 6 000 avocats. Et déjà, on nous disait qu'on était beaucoup trop. Nous sommes presque 24 000 avocats aujourd'hui. C'est une dimension qui exige bien sûr du professionnalisme, de la méthodologie, qui exige un savoir-faire. Moi, je crois en l'avenir. Je crois dans votre potentiel. Je crois en la force de la créativité. Et j'ai confiance dans ce potentiel, ce dynamisme, les exigences que j'ai entendues chez les jeunes. Les jeunes, aujourd'hui, ils vous parlent d'abord de ce label égalité homme-femme, mais ils vous parlent aussi de développement durable, sauvons la planète, ils vous parlent de pro bono, ils vous parlent de valeurs citoyennes. Et cela me conduit à dire qu'il y a un formidable potentiel ici, et c'est à vous, jeunes, de trouver de nouvelles formes d'exercice. On peut bien sûr exercer dans une grande structure, on peut exercer dans une petite structure. J'en suis le meilleur exemple. J'ai exercé dans toute forme de structure. Et je sais qu'on peut exercer avec la même passion, le même enthousiasme, quelle que soit la forme d'exercice. Donc, emparez-vous de nouvelles formes d'exercice, de formes qui sont adaptées, mais aussi des nouveaux marchés, des nouveaux métiers. Avocate, je vous invite, tout comme Madame Aude Butoin, à oser avoir confiance en vous pour entreprendre, pour conquérir, pour construire cet avenir qui vous appartient. Alors oui, femmes, si vous osiez. Femmes et réseaux. Vous êtes nombreuses à avoir souligné l'importance des réseaux féminins dans une vie professionnelle. Pour beaucoup d'entre vous, je comprends que c'est une manière concrète de s'entraider, de se mobiliser, peut-être de faire de la surassurance, de faire du lobbying, faire évoluer en tous les cas la situation des femmes. Moi, je m'interroge, n'y a-t-il que les réseaux féminins pour se faire connaître? Est-ce que les réseaux féminins seraient culturellement rattachés à une génération? Est-ce que la génération des jeunes femmes aujourd'hui éprouve le même besoin que la génération des femmes de ma génération ou d'autres générations? Est-ce qu'il faut penser que le besoin de réseau naît à un âge clé ou plutôt à un moment où les questions de pouvoir se posent?
Je vous livre une confidence. J'ai débuté ma carrière dans un environnement exclusivement féminin, entourée de 3 femmes. 2 d'entre elles sont aujourd'hui à la retraite. La 3e est ici ce soir, dans cette salle, donc j'en profite pour la saluer, Françoise Sartoriaux, qui a bâti son cabinet. 3 femmes qui m'ont beaucoup apporté professionnellement. Il n'y a qu'une seule chose que je ne leur ai jamais pardonnée à toutes les 3. Notre plaque d'avocat. 4 noms suivis de avocates à la cour en infraction avec notre règlement intérieur. Avocate, j'ai été mise en minorité, mais surtout, avocate à la cour, fond de cour. J'ai survécu. Je me suis ensuite associée avec un homme qui, depuis 25 ans, est mon associé historique. Il m'a tout autant inspiré professionnellement. Et nous avons bâti ensemble une équipe, un cabinet, qui aujourd'hui compte, alors c'est très curieux, autant de femmes que d'hommes. Je terminerai par le sujet le plus atypique de cette journée, femmes et culture. La dimension culturelle est inhérente à l'avocat et à l'avocate. L'avocat auteur, l'avocat personnage de roman, l'avocat artiste, l'avocat mécène. Je suis intimement convaincue de cette dimension qui participe de la richesse de l'environnement qui est le nôtre. Et c'est pour cela que ce n'est pas complètement un hasard si cette semaine, mardi 6 mars, j'ai inauguré ici, à la Maison du Barreau, la convention de partenariat avec la fondation d'entreprise Ricard pour promouvoir de jeunes artistes. Et la première artiste est une jeune femme. Vous avez tous, je n'en doute pas, admiré l'œuvre éphémère dans le hall de cette Maison du Barreau. L'art contemporain s'invite dans la Maison du Barreau avec une succession d'œuvres éphémères qui s'inscriront dans le temps, trimestre après trimestre, pour donner toute cette dimension de la culture et de l'art dans cet environnement. C'est vous dire à quel point cela est effectivement très important. Alors je me réjouis ce soir de la participation de femmes dont la diversité des parcours professionnels est un vrai message d'espoir. Une journée qui a été sous le sceau de l'écoute, de l'échange, du partage. Une journée, en tous les cas, qui est la démonstration même que cette journée internationale des femmes est une occasion de s'interroger, de se poser, parce que, après tout, ça pourrait être la journée des femmes chaque jour de l'année. Mais cette journée, c'est l'occasion de réfléchir, de rappeler qu'il est nécessaire de demeurer vigilant, mobilisé pour que la parité entre les hommes et les femmes s'installe durablement. Pour clôturer cette très belle journée, illustrer les propos qui ont été échangés tout au long de cette journée, je voudrais à présent que vous puissiez découvrir un spectacle, que nous terminions sur une note de rire, après tous les éclats de rire que nous avons eus au fil de cette journée, mais encore plus. Alors surtout, ne nous quittez pas, et tout de suite après, eh bien, champagne. Non, on n'a pas